Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, ne voulant pas aller à l'encontre des gestes barrières qui nous sont vivement recommandés par les chefs de l'État contre la nouvelle souche du Covid-19, nous sommes obligés de commémorer dans le recueillement le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, en ayant une pensée pour les victimes de cette pandémie diabolique qui se vit dans notre pays et dans toute la planète. Les devoirs de solidarité nous obligent à partager la douleur des familles et proches des victimes et à présenter également nos condoléances les plus affligées aux familles des victimes, mais aussi à adresser nos intentions de prière et nos souhaits pour une prompte guérison à tous nos compatriotes atteints de la souche Delta du Covid-19. Nos pensées s'adressent ensuite aux victimes et aux rescapés de la dernière éruption volcanique à Goma, envers qui nous exprimons toute notre compassion. Nous recommandons auprès de Dieu Tout-Puissant pour un repos éternel l'âme de toutes celles et de tout celui qui a perdu la vie à la suite de l'éruption et des effets collatéraux du volcan Nyiragongo. Que tous les survivants de cette catastrophe naturelle trouvent ici l'assurance de nos prières afin que soient au plus tôt restaurés les cœurs brisés. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, portés par les devoirs de mémoire et de reconnaissance envers nos martyrs et envers nos différents héros tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la nation, je me vois dans l'obligation de vous inviter respectivement à vous lever afin d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, ce jour du 30 juin 2021 a une particularité exceptionnelle car il charrie un rêve collectif devenu possible, mais repoussé au 17 janvier 2022. Ce rêve devenu possible est celui de porter en terre les reliques de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance de notre pays, et celui-là même qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, dont la barbarie avait arraché de l'affection des millions de Congolais il y a de cela 60 ans. Pour ma part, au nom de l'unité de valeurs, j'associe en anticipation mes hommages à ceux exprimés par tous mes compatriotes congolais pour saluer l'arrivée bientôt sur le sol de nos ancêtres des reliques de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Et je réitère également mes hommages à Joseph Okito et à Maurice Sempolo, des proches collaborateurs de Lumumba qui avaient partagé le même souffrance et subi les mêmes atrocités, puis parcouru ensemble les chemins de la croix qui les menèrent tous les trois, vers les lieux d'exécution le 17 janvier 1961. Ayant également une pensée appuyée envers les éléments de nos forces armées engagés depuis plusieurs années dans les théâtres de combat à l'est de notre pays, afin de traquer et de mettre hors d'état de nuire toutes les milices armées qui sèment la mort au quotidien, je viens exprimer solennellement à mon nom propre et à celui de l'unité de valeurs nos encouragements ainsi que notre gratitude envers nos forces armées. Je salue également
de manière particulière le courage patriotique du chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées qui a passé plusieurs jours dans la partie est de notre pays, notamment en circulant dans des zones à haut risque à la rencontre de nos compatriotes meurtris par les violences, à qui il a apporté un réconfort et un appui multiforme. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, à présent, je vais devoir effectuer l'autopsie de nos 61 ans d'indépendance et proposer une thérapie de choc pour la suite, car jour après jour, 61 ans après l'indépendance de notre pays, l'homme congolais est inlassablement engagé dans une course effrénée à la recherche désespérément du pain quotidien et à la reconquête de sa souveraineté qui s'apparente à un mirage insaisissable, alors que tout le pays a émergé du colonialisme autour des années 1960, ont réussi depuis plusieurs années à préserver et à consolider leur souveraineté respective. Tous ces pays-là, mesdames et messieurs, se sont engagés très rapidement dans une autre lutte post-indépendante qui consistait à accéder à l'émergence, à la croissance économique et à l'épanouissement ainsi qu'au bien-être de leurs populations respectives. En parallèle, au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous avons engagé notre cher et beau pays sur un chemin à contresens du développement, notamment en multipliant des rébellions sanglantes, des interminables affrontements entre Congolais, des guerres fratricides, des manipulations politiques, la trahison, la fraude, la corruption, le pillage de nos propres ressources, ainsi que d'interminables dialogues politiques stériles, mais aussi aux résolutions improductives. Pendant des décennies, nous avons à tour de rôle établi la dictature comme mode de gouvernance dans notre pays au mépris des principes démocratiques. Certains dirigeants de notre pays, associés aux nombreux Congolais ainsi qu'aux pasteurs et serviteurs dédiés, ayant renié leur foi et abandonné les camps dédiés au profit du pouvoir, de l'argent et des biens matériels, ont dédié notre pays à Lucifer Satan, aux divinités païennes universelles, aux planètes usuelles de l'astrologie, aux dominations, aux princes des ténèbres, aux esprits méchants, aux principautés, à l'occultisme et à la sorcellerie, notamment marquant respectivement leur indéfectible attachement et leur soumission à l'organigramme des cosmos sataniques qui les régissent désormais. Et tout cela, mesdames et messieurs, a conduit notre pays vers un naufrage qui devient imminent et qui se traduit par la perte de notre souveraineté, par les massacres de plusieurs millions de nos compatriotes, par le pillage de nos ressources nationales, par la misère qui frappe durement nos populations, par la perte de notre identité et j'en passe. Nous sommes l'unique peuple au monde où les citoyens ne disposent pas d'une carte d'identité nationale depuis plus de 2 décennies. Nous sommes en effet l'unique peuple au monde à avoir cautionné la pratique
de la ristourne dans certains ménages pour déterminer et lesquels des membres ont droit à un maigre repas un jour sur deux, et précarité oblige, étant donné que disposer de 3 repas par jour pour de nombreux ménages congolais relève d'un rêve lointain remontant du temps de Mobutu. Et nous sommes aussi les seuls peuples au monde où de nombreux Congolais se nourrissent des ossements de poulet dégarnis appelés mycobos, dont la chair épelée sert à fabriquer des jambons destinés à garnir les tables des familles aisées. Notre peuple a faim. Au-delà de la faim, le peuple congolais vit et respire dans la douleur et dans la précarité, mais aussi dans la misère et dans le désespoir du lendemain, alors que notre pays dispose de plusieurs opportunités de production pouvant assurer son développement. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, l'épanouissement, la stabilité économique et sociale de notre pays passe indiscutablement par la promotion de l'agriculture, la pêche et l'élevage, étant donné que les ressources minières de notre pays constituent depuis des années une source de controverses, car mal gérée. La République démocratique du Congo étant un pays à vocation agricole, avant l'accession à la souveraineté nationale et internationale, cette particularité permettait rien qu'au secteur agricole congolais d'intervenir à hauteur de 43% des recettes d'exportation. Une production qui faisait du Congo belge à l'époque coloniale le deuxième producteur mondial de l'huile de palme, derrière le Nigeria et avant l'Indonésie et la Malaisie. Dès l'année 1965, le secteur agricole fut sacrifié par les différents gouvernements au profit des activités lucratives immédiates du secteur minier. C'est ce qui justifie la misère et la malnutrition qui affectent plus de 70% de notre population. Et pourtant, notre pays dispose de 155 millions d'hectares de forêts tropicales, d'une diversité climatique et d'un réseau hydrographique important pouvant permettre de pratiquer une gamme variée de cultures. Ces vastes étendues forestières offrent aussi un environnement propice à l'élevage, offrant également une opportunité et un potentiel de pâturage pouvant permettre de pratiquer l'élevage de plusieurs millions de bovins. En mettant à profit les différentes opportunités que compte notre pays, nous sommes capables de relancer à grande échelle la culture de manioc, du riz, du maïs, de la canne à sucre, des ignames, des pommes de terre, des haricots, des bananes, de thé, des cafés, des tomates, des céréales, de l'oignon, ail, palmier, coton, cacao, et j'en passe. Il suffirait, mesdames et messieurs, par la suite de créer des unités de transformation et de conservation de nos différents produits, de mettre également en place un mécanisme d'encadrement, des associations par projet et par service, de procéder à la vulgarisation, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action d'appui aux associations de producteurs, de faciliter l'octroi de crédits et de microcrédits en milieu rural, de procéder à la création d'un centre de formation agricole par province, de créer un mécanisme de protection de nos productions nationales, de mettre en place un système d'information de la sécurité alimentaire
de construire des centres de négoce en améliorant les entrepôts, habitats rural, les pistes rurales et les voies navigables des dessertes. Notre pays dispose également d'un environnement propice à la pêche, notamment de nombreux plans d'eau poissonnés totalisant environ 86 000 km. Si on y ajoute l'énorme réseau fluvial de plaines inondées et des grands lacs, la République démocratique du Congo possède en définitive d'un potentiel halieutique considérable évalué en exploitation à plus de 700 000 tonnes par an. Et à lui seul, le lac Tanganyika disposerait d'environ 40% des ressources halieutiques de notre pays. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, tel que souligné si haut, avec ces 155 millions d'hectares de forêts tropicales, ces vastes étendues d'herbage et de savanes boisées, la République démocratique du Congo offre également de grandes possibilités de développement dans le secteur de l'élevage qui nécessiterait d'être exploité. S'agissant du secteur minier et énergétique, notre pays dispose de 1100 espèces de minéraux et métaux précieux disponibles, chiffrés à plus de 24 000 milliards de dollars américains, mais également d'une capacité de 100 000 mégawatts associés au potentiel énergétique renouvelable, notamment la biomasse, les solaires, les géothermiques, les charbons et les nucléaires, mais aussi d'une réserve de gaz méthane estimée à plus de 30 milliards de mètres cubes et de 30 milliards de barils de réserves de pétrole brut non encore exploitées. Fort de ces ressources humaines estimées à plus, je parle de la population congolaise, estimée à plus de 100 millions de Congolais, notre pays affiche un taux de croissance annuelle d'environ 3,5%. Bref, les ressources humaines dont dispose notre pays offrent une grande opportunité de production et de consommation propice à l'épanouissement économique de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez alors que ça ne sert à rien de crier sous tous les toits « Consommons congolais » aussi longtemps que nous sommes incapables de produire nous-mêmes ce qu'il faut pour couvrir l'état des besoins de notre population. En parallèle, notre pays a exporté plus d'1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, dont 6 entreprises étrangères en ont bénéficié, étant donné que l'entreprise étatique, la GECAMINE, n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Or, du temps de la République d'Isaïr, où la GECAMINE assurait seule la commercialisation de nos ressources minières, les secteurs miniers produisaient près de 500 000 tonnes chaque année. Je dis bien chaque année. Et ceci permettait ainsi à la GECAMINE de subvenir à plus de 70% de tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées chaque année, ces entreprises
ne contribue même pas à hauteur de 17% des revenus sur les besoins de l'État. Et cela fait 15 à 20 ans, et que cela dire, alors que nos partenaires nous avaient promis des dividendes pour la GECAMIN et des impôts pour l'État afin de permettre à notre pays de se reconstruire, mais rien n'a été fait. Lourd de 6 décennies, l'actif et les passifs de notre pays tel qu'hérité par le régime Tshisekedi, il y a cela 6 mois, sont catastrophiques. Je parle de l'actif et des passifs. De recoupement en recoupement, il est à présent établi que la quasi-totalité de nos gisements miniers ont été des années durant exploités au détriment de notre pays par des entreprises vautours qui les ont gagés auprès des banques étrangères moyennant des emprunts en termes de capitaux assortis des intérêts exorbitants. Ces derniers nous ont ramené des prêts et non des capitaux. Ils avaient hypothéqué nos richesses auprès des banques prêteuses en ayant contracté des emprunts au nom de notre pays au lieu d'amener des capitaux qui nous avaient promis. Ces prêts nous ont été amenés à des taux d'intérêt dépassant les 10%, alors que nous savons qu'ils les avaient contractés moyennant les taux de 2 à 3% d'intérêt. Vous comprendrez que c'est un arnaque terrible. En définitive, si nous appliquons très bien les mesures qui ont été arrêtées sur les cobalt, nous pouvons dégager sur une année entre 2 et 3 milliards de dollars de recettes supplémentaires, ce qui permettrait à notre pays de faire venir d'autres partenaires pour créer un fonds souverain estimé à 6 milliards de dollars américains dès la première année. Ce fonds souverain nous offrirait la capacité de financer nos propres projets sans pour autant recourir au financement extérieur. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, la énième séquence de la saga politique congolaise en cours d'exécution a relevé la défaillance de l'élite politique congolaise, cupide, avide de pouvoir et d'argent, ainsi que son incapacité flagrante à se mettre d'accord sur les fondamentaux. Et cette attitude désinvolte est à la base du déploiement d'un faisceau réquisitoire désormais braqué sur chaque citoyen congolais, scrutant les comportements des uns et des autres. Conclusion. Tous les Congolais, à quelques exceptions près, sont respectivement des victimes, auteurs et complices du complot contre notre propre pays. Tous, à quelques exceptions près, ont cautionné la faillite de la République qui se traduit par une incapacité criante à préserver notre souveraineté nationale, à protéger l'intégralité territoriale, à arrêter complètement les massacres de nos compatriotes qui sont perpétrés chaque jour dans la partie nord-est de notre pays, en dépit de l'offensive des forces armées dont je salue l'action et le courage. À stopper le pillage de nos ressources nationales, à protéger l'ensemble de nos populations
à établir une justice sociale équitable, à consolider les pouvoirs judiciaires afin de les rendre davantage crédibles, à engager notre pays dans la lutte vers l'épanouissement, la croissance et l'émergence, à exercer la vocation universelle dévolue à notre pays afin de préserver sa grandeur telle qu'inscrite dans les cahiers de charges post-indépendants par l'un des pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, héros national, qui définissait en ces termes l'essence de notre indépendance acquise au prix du sang. Voici ce que disait Lumumba, je cite: la République démocratique du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes chers frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération. Je viens de citer Lumumba. Malheureusement, entre d'une part lutter pour amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur, et d'autre part procéder à la vente aux enchères de la République démocratique du Congo, de nombreux Congolais ont choisi la vente aux enchères de notre pays. Ce choix a entraîné la perte exclusive de notre souveraineté chèrement acquise et a permis à certains pays voisins, mais aussi à d'autres pays lointains, se disant amis de la RDC, de s'accaparer des pans importants de notre territoire, de massacrer nos compatriotes par plusieurs millions, de piller nos ressources nationales, de s'ingérer dans la gestion politique de notre pays, bref, d'assujettir la République démocratique du Congo. C'est là le travail effectué entre autres par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, au regard des faits réels que je viens d'énumérer, il est clairement établi que la précédente génération politique avait engagé la République démocratique du Congo dans un chemin à contresens de l'histoire et du développement. Qu'au regard des faits réels que je viens d'énumérer, il est clairement établi que la précédente génération politique avait engagé la République démocratique du Congo dans un chemin à contresens de l'histoire et du développement, marchant sur les cadavres des millions de Congolais et n'hésitant pas à cracher sur la mémoire de nos martyrs et à prendre également en otage le peuple congolais tout entier, trahissant ainsi la volonté de nos pères de l'indépendance. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, j'aimerais expressément attirer l'attention de ceux qui sont aux commandes de notre pays sur la nécessité de surseoir pour l'instant les procès intentés par notre pays contre l'Ouganda, au sujet duquel la République démocratique du Congo réclamait une modique somme de 4 milliards 300 millions seulement, je parle de dollars américains, à titre de réparation
sur les massacres et pillages commis dans la partie nord-est de notre pays, bien entendu par l'Ouganda. Nous exigeons plutôt la tenue d'une conférence sur la République démocratique du Congo. En effet, le tribunal de l'ONU, appelé la Cour mondiale, a tenu des audiences au cours du mois d'avril de cette année au sujet uniquement du conflit de longue date opposant la République démocratique du Congo à l'Ouganda concernant les dommages causés de 1998 à 2003, alors que de nombreux griefs contre l'Ouganda n'auraient pas été retenus. Il s'agit entre autres des massacres de plus de 1000 citoyens congolais et de 3000 blessés et d'au moins 7000 maisons et édifices détruits lors des affrontements qui eurent lieu à Kisangani pendant 6 jours consécutifs, opposant à coups des armes lourdes les armées ougandaises et rwandaises, et ceci du 5 au 10 juin 2000. Selon l'article de l'agence de presse Reuters, je cite, au cours de ces audiences, les avocats de la République démocratique du Congo ont déclaré à la Cour internationale de justice qu'ils cherchaient 4,3 milliards de dollars américains de réparation à l'Ouganda pour son rôle dans les conflits dans la province de l'Ituri, riche en minéraux. Fin de citation. En effet, lors des entretiens sur la demande de la République démocratique du Congo devant la Cour, M. Paul Crispin Kakozi Bin Boulongo a déclaré au juge ce qui suit, je cite, « Les dommages causés à son pays par Ouganda pendant les 5 années de conflit en Ituri étaient d'une ampleur sans commune mesure. L'Ouganda n'avait pas négocié de bonne foi. » Fin de citation. Pour votre information, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, cette affaire avait été portée devant le tribunal pour la première fois en 1999, donc en 1999. Et en 2005, la Cour internationale de la justice avait jugé que l'Ouganda avait violé les droits internationaux, notamment en occupant plusieurs parties de la République démocratique du Congo dans la province de Ituri, avec ses propres troupes et en soutenant d'autres groupes armés dans la région pendant les conflits. La Cour avait également jugé que la République démocratique du Congo avait violé intentionnellement les droits internationaux pour avoir laissé faire une attaque de l'ambassade ougandaise à Kinshasa. Vous voyez, il n'y a pas une comparaison à faire entre ces deux faits. Rappelons que le tribunal avait ordonné aux voisins africains impliqués dans les violations à la République démocratique du Congo de négocier des réparations à l'amiable. Mais en 2015, la République démocratique du Congo est retournée devant le tribunal de l'ONU pour préciser que les pourparlers avec les pays impliqués n'avançaient pas. Vous devez le savoir, mesdames et messieurs. Par ailleurs, après avoir mis en place une commission d'experts pour l'aider à évaluer le montant des dommages, le tribunal a tenu des audiences sur cette question depuis 2021.
Et selon les informations à notre possession, l'Ouganda aurait promis de présenter son cas et ses demandes de réparation plus tard. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, tel que nous pouvons le constater, la procédure engagée par les différentes instances judiciaires dans la présente cause doit être décriée et rejetée, car ce qu'il faut pour replacer chacun dans ses responsabilités, c'est avant tout de procéder à la convocation d'une conférence internationale sur la République démocratique du Congo, à laquelle il participerait tout le pays concerné par l'occupation de nos territoires, par les massacres et les pillages en République démocratique du Congo, afin d'évaluer minutieusement les massacres perpétrés contre nos populations, ainsi que les crimes économiques commis, notamment en recourant à une institution au contenu du rapport mapping de l'ONU. C'est à cette condition, je dis bien c'est à cette condition, qu'il serait alors possible de créer un tribunal sur les crimes et massacres en République démocratique du Congo, en vue d'identifier, d'interpeller, de juger et de condamner les auteurs directs et indirects, les co-auteurs et les complices de l'occupation de notre territoire, ainsi que tous ceux qui ont commis de nombreux massacres et pillages en République démocratique du Congo. De déterminer les réparations qui devront certainement être chiffrées à plusieurs milliers de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo. En effet, dans la suite des temps, pour réapprendre à vivre en paix entre les différentes communautés, à favoriser une vraie réconciliation au sein de la société congolaise et entre les pays de la région des Grands Lacs, nous devons à l'avenir éviter la barbarie, l'arbitraire, les mensonges, la manipulation et la répétition des erreurs du passé. Dès lors, il nous sera possible de rebâtir les bases d'une nouvelle société apaisée, non pas sur les cendres de nos compatriotes massacrés, mais plutôt face au traumatisme du passé. Celle-ci devra être basée sur la vérité, l'amour du prochain, la crainte de Dieu et le respect réciproque. Au cas contraire, l'histoire finira tôt ou tard par nous rattraper et par nous juger sévèrement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, un bref rappel historique de notre passé permettra à chacun de revivre les différentes séquences politiques qui ont plombé les différentes opportunités du développement de notre pays et qui ont brisé le rêve congolais. En effet, ayant décrié les tout premiers présidents de la République, Joseph Kasavubu, durant les toutes premières années de notre indépendance, les Congolais applaudirent frénétiquement l'arrivée au pouvoir de Joseph Désiré Mobutu par coup d'État en 1965. 32 ans plus tard, ce dernier fut vomi par le peuple congolais et par la communauté internationale au profit de Laurent Désiré Kabila, dont l'arrivée au pouvoir par les armes fut saluée à l'unanimité par les Congolais. Puis vint le tour de Joseph Kabila Kabange qui succéda à son prédécesseur assassiné en 2001. Lui aussi fut accueilli à son tour dans l'Alliance populaire. Ce dernier sera décrié par le peuple congolais après 18 ans d'exercice du pouvoir chaotique. Le 24 janvier 2019, ayant
prêté serment devant le peuple et la Cour constitutionnelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accéda officiellement à la magistrature suprême de notre pays au terme de la présidentielle de 2018, suscitant un grand espoir pour notre peuple meurtri alors par l'insécurité, la faim, la misère et par plusieurs décennies marquées par les dictatures. Aujourd'hui, la réalité en est tout autre, car en ayant repris les mêmes acteurs politiques et les parlementaires pour le compte de l'Union sacrée de la nation et au sein du gouvernement Sama Lukonde pour recommencer la même chose que du temps de Joseph Kabila, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aurait dû comprendre qu'on ne peut pas régler les problèmes de notre pays avec ceux-là même qui les ont créés intentionnellement, à savoir les FCC, les Rwanda, l'Ouganda et leurs dépendants respectifs, Joseph Kabila Kabange, les députés nationaux, provinciaux et sénateurs FCC, les gouverneurs de 26 provinces, ainsi que les gouvernements provinciaux, tous acquis à Joseph Kabila Kabange. Dans leur configuration actuelle, les deux chambres des représentants, tout comme les différents ministres issus du gouvernement Ilukamba, qui se retrouvent dans l'actuel gouvernement Sama Lukonde, ont conservé en commun un logiciel made in FCC programmé par Joseph Kabila pour déstabiliser complètement notre pays. Les querelles politiciennes qui ont eu lieu en permanence entre les gouverneurs des provinces et les assemblées provinciales dans quasi-totalité de nos 26 provinces et qui tournent à la confrontation sont à la base des dysfonctionnements des institutions provinciales. Ces conflits affectent dangereusement les efforts consentis par le gouvernement central pour remonter notre économie éprouvée par plusieurs années de dictature et de guerre ainsi que de pillage. Vu ce qui précède, je demande expressément au chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation, chargé d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, de faire usage de ses prérogatives constitutionnelles, notamment en relevant de leurs fonctions le gouverneur des provinces incriminées et en procédant à la dissolution des assemblées provinciales impliquées dans les conflits persistants. Pour ma part, ayant fortement à juste titre combattu l'alliance FCC-CACH, c'est avec satisfaction que j'avais accueilli la rupture de celle-ci par le président de la République à la date d'ici décembre 2020. À la suite de cet acte courageux de la part du chef de l'État, j'avais suggéré en amont la dissolution immédiate des deux chambres des représentants, estimant que, étant l'émanation de Joseph Kabila et non le fruit de l'expression démocratique et populaire issue des élections de décembre 2018. La réhabilitation de ces deux chambres la réhabilitation de ces deux chambres de représentants dans leur configuration initiale constitue un danger pour la République et égard de leur
importante capacité de nuisance, car ces députés sénateurs n'hésiteraient pas à s'ériger en obstacle contre l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis de tirer continuellement notre pays vers le bas. J'avais enfin espéré voir les chefs de l'État constituer une assemblée constituante consacrée entièrement à la défense et de l'intérêt de notre peuple, puis de mettre en place un gouvernement responsable dont les ministres répondraient de leurs actes exclusivement auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien entendu, en sa qualité de garant de la nation, et ainsi que du Premier ministre, en conformité de l'article 91 de la Constitution du 18 février 2006. Un gouvernement composé d'individus loyaux répondant aux critères d'éthique et disposant d'une probité morale indiscutable. Un gouvernement disposant des qualités requises pour affronter de nombreux défis et à même de préserver l'intérêt général, mais aussi capable de porter fidèlement l'action du chef de l'État dans le but de permettre au président de la République de relever de nombreux défis sur le plan national et africain, notamment les défis sociaux, sécuritaires, économiques et bien d'autres. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, mis à part les défauts d'écriture relevés dans les textes transmis au Parlement par le Premier ministre le 26 avril dernier, en marge du processus d'investiture de l'exécutif national, la publication du gouvernement Sama Lukonde, intervenue quelques jours plus tôt, avait donné lieu à une litanie de revendications égoïstes de la part des députés et de la classe politique. Invoquant le manque de représentativité au sein du nouveau gouvernement, contrairement à la vision du chef de l'État sur cette question, les députés nationaux avaient tenté de brouiller les pistes pour empêcher au souverain primaire de checker chaque membre du gouvernement Sama Lukonde en vue de déceler la présence de personnes à la nationalité douteuse, ainsi que toutes celles qui exerceraient un mandat à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi les anciens ministres du précédent gouvernement Inukamba, tous déclarés non partant par les chefs de l'État et interdits de faire partie du gouvernement Sama Lukonde. Fort heureusement, mesdames et messieurs, grâce à la vigilance citoyenne, le peuple décela la présence de toutes les catégories des individus frappés d'interdiction, malheureusement, hélas. La présence au sein du gouvernement Sama Lukonde de ces deux catégories d'individus est inacceptable, car en évoquant la mafia dans notre pays, le chef de l'État a dénoncé non seulement les brebis galaises dans l'armée, mais aussi au sein de l'élite politique, coupable d'avoir permis aux Rwandais, aux Burundais et aux Ougandais, entre autres, d'augmenter jour après jour l'intensité des violences et de massacrer nos compatriotes au nord-est de notre pays en prenant soin de filmer leurs forfaits macabres et de les brandir tel un trophée de guerre aux yeux du monde entier. C'est ignoble. Et comme si cela ne suffisait pas, Paul Kagame n'a pas arrêté de cracher sur la mémoire de plusieurs millions de Congolais qu'il a massacrés. Cette campagne de dénigrement et d'humiliation contre notre pays et contre nos martyrs ne saurait rester sans conséquence.
quoi qu'il en soit, tout en prenant à témoin l'opinion internationale, je viens porter à la connaissance de tous que la ville de Kinshasa, qui est une agglomération guerrière, n'hésiterait pas à riposter vigoureusement contre une nouvelle attaque venant du Rwanda, telle que cela fit un certain 10 août 1998, où le seul district de Tchangou-Stopanet, l'agression rwandaise commanditée par Paul Kagame. Je vous remercie. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, face à la gravité de la situation qui ne cesse de s'empirer du jour au jour dans notre pays, à eux seuls, les mots ne suffisent plus pour combattre et vaincre. Il faut impérativement déployer un enchaînement d'actions musclées pour sauver notre pays afin d'assurer une existence paisible à notre peuple, car chaque citoyen congolais mérite désormais d'avoir droit à la paix et à la quiétude, avoir droit à 3 repas par jour, midi, matin, midi, soir, et avoir les droits garantis à un travail rémunéré, avoir droit à un logement décent, avoir droit à l'accès et à l'accès à l'électricité et à l'eau potable, avoir droit à l'accès aux soins de santé en cas de nécessité, au partage équitable des richesses nationales, à l'accès à l'éducation et à l'épanouissement intégral tel que prévu par notre Constitution, notamment dans ses articles 36, 43, 47, 48, 58 et suivants. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Guerre contre la faim. Guerre contre des groupes armés venus du Rwanda et de l'Ouganda qui tuent tous les jours nos compatriotes dans la partie nord-est de notre pays. Guerre contre les éléments venus du Rwanda et d'ailleurs qui pillent systématiquement nos richesses nationales. Guerre contre les arnaqueurs sanitaires qui se sont rangés derrière le Covid-19 pour décimer nos populations afin de s'accaparer de nos richesses et de nos terres. Guerre contre certains pays africains et de nombreux d'autres venus d'ailleurs qui se sont accaparés de nos terres, profitant du chaos politique hérité et des précédents régimes. Un chaos consécutif à l'affaiblissement de notre système de défense dû à l'embargo militaire des années 1980, à la corruption, au bradage de nos ressources minières, au détournement et à l'impunité dont, fort heureusement, les racines fléchissent du jour au jour depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Étant en guerre et au vu de l'état de siège qui a été décrété dans notre pays, les principes républicains recommandent à chaque citoyen congolais et à tous les acteurs politiques, pouvoir et opposition de décréter à leur tour une trêve politique afin de soutenir l'action du chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, qui est présentement en état d'alerte en train de superviser les opérations que mènent les éléments des FARDC engagés dans différents fronts de combat à l'est de notre pays pour éradiquer
des éléments armés venus des différents pays voisins, auteurs des massacres de nos compatriotes et des pillages de nos ressources nationales. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, les interminables, les intempéries, voulais-je dire, politiques, sur fond de corruption, des scandales financiers et de la mafia qui touchent toutes les institutions de la République, doivent nous pousser à révoquer le moratoire qui nous a été soumis pour l'abolition de la peine de mort, afin de rétablir la peine capitale dans notre pays pour des cas de haute trahison, de très haute trahison, mettant en péril l'intégrité territoriale et l'intérêt supérieur de la nation, car ne pas vouloir appliquer la peine capitale dans notre pays où se pratiquent d'énormes crimes équivaudrait à consentir une autre forme de tolérance coupable qui profite aux grands criminels et aux récidivistes. Chaque franc congolais détourné du trésor public a contribué à accentuer année après année la misère dans notre pays, a précipité la faillite de toute une nation et a entraîné la mort de nombreux compatriotes, dont certains par manque de sécurité sociale et d'une couverture santé. Notre pays est l'unique au monde où le vol, le pillage et les nombreux détournements s'effectuent uniquement en termes de plusieurs millions de dollars américains par individu. Cela doit absolument cesser. Le chef de l'État a promis de combattre la mafia. C'est ici l'occasion pour nous d'affirmer que cette promesse a trouvé un avis favorable, tant au sein des unités de valeurs et que dans les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS Tshisekedi, qui est un regroupement politique auquel Unité de valeurs est affiliée. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, en attendant les réformes du secteur judiciaire, je suggère au président de la République de placer sous un régime spécial d'encadrement et de protection les juges, les magistrats, ainsi que certains agents de l'IGF ayant en charge des dossiers hautement sensibles, afin de permettre à ces derniers d'accomplir leurs tâches en toute sérénité et en étant à l'abri des menaces et des pressions, car les cas du regretté Yanni, juge lors du procès Kamere, est encore frais à nos mémoires. Je suggère également au trésor public de notre pays de rendre public les sommes d'argent récupérées à l'issue de chaque procédure liée au détournement des derniers publics. L'heure étant extrêmement grave, j'en appelle à une prise de responsabilité collective, faute de quoi il sera dès lors recommandé à chaque citoyen congolais de se lever avec courage et de prendre sa propre responsabilité en faisant usage de tous les moyens offensifs et défensifs pour lutter contre les multiples dangers qui menacent l'existence de notre pays. La vérité. Merci. Étant conscient de la gravité de notre situation, nous connaissons nos limites, nos faiblesses, nos mérites, mais aussi le courage qu'il y a dans chaque citoyen congolais. Par ailleurs, nous devons tous
nous revêtir d'un esprit républicain et cesser de porter un jugement hâtif sur l'action du président de la République qui n'a que 6 petits mois d'effectivité de pouvoir depuis qu'il s'est séparé de Joseph Kabila, preneur d'otage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès le 24 janvier 2019. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a l'honneur de présider à la destinée de l'Afrique à travers un mandat concédé à notre pays par l'Union africaine pour la période allant de février 2021 au février 2022. En dépit de nombreux obstacles et humiliations rencontrés par les chefs de l'État dans l'accomplissement de sa mission africaine, il y a lieu de noter que l'unité, c'est une valeur qui fait défaut au sein de la plus haute institution africaine. C'est ce qui pousse certaines puissances à surfer sur ce fait pour tenter d'enforcer davantage notre pays, ce qui est regrettable. L'absence de compréhension entre les dirigeants africains a davantage alourdi la tâche de la RDC, qui aujourd'hui a mis chemin de son mandat africain et a provoqué une méfiance de la part des partenaires outre-mer qui n'ont pas pu inviter la voix autorisée, celle de la RDC en l'occurrence, à prendre part au sommet de G7 de cette année. Mais, au-delà de l'humiliation subie, la République démocratique du Congo, qui affiche en interne son unité, demeure toujours debout, prête à assumer son mandat jusqu'au temps fixé. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, le continent africain doit devoir se prendre en charge, non pas pour défier d'autres continents de la planète, mais plutôt pour développer un vrai partenariat gagnant-gagnant avec le reste du monde afin d'assurer son épanouissement économique, notamment en mettant fin aux dictats étrangers dans tous les domaines. Les différents sommets qui ont eu lieu respectivement au début de ces millénaires entre les dirigeants africains et les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine et tout récemment avec la France n'ont pas pris essentiellement en compte les intérêts de l'Afrique, mais plutôt leurs propres intérêts respectifs. Les derniers sommets tenus récemment à Paris en est une triste illustration. Tenez, ayant constaté que sa balance commerciale envers l'Afrique est excédentaire et qu'elle exporte beaucoup de biens vers l'Afrique, la France a convoqué le sommet France-Afrique en ayant l'intention de dire que si l'Afrique ne dispose plus de moyens pour acheter, il y aura moins d'exportation des entreprises françaises vers l'Afrique et donc moins de bénéfices pour la France. De ce fait, elle a invité le FMI à passer à la caisse pour débloquer les milliards et bénéfices de l'Afrique. Ainsi donc, les 34 milliards de dollars américains des droits de tirage spéciaux promis par le FMI à la demande de la France ne sont pas destinés en aucun cas pour un plan de relance économique et africaine, étant donné que l'Afrique a été pendant des années un véritable laboratoire des politiques d'ajustement structurel
du Fonds monétaire international ayant entraîné des conséquences néfastes sur la lutte contre la pauvreté en Afrique et ailleurs dans le monde. En effet, pour votre info, les droits de tirage spéciaux est une monnaie du FMI qui est mise à la disposition des pays pour leur balance de paiement. Par ailleurs, le FMI a des objectifs politiques clairs et extrêmement dangereux qui consistent à libéraliser les économies. Ainsi donc, l'argent consacré par les FMI consiste à obtenir en retour les réformes sous forme de privatisation. À mon avis, le sommet France-Afrique n'a pas eu pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la placer sur la voie du développement, d'autant plus que ni les entreprises françaises qui sont en Afrique, ni celles qui sont sur le sol français et qui exportent vers l'Afrique n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Car selon la logique française, partagée par d'autres puissances, si l'Afrique s'en sortait, il y aura une partie des multinationales françaises qui devront replier en France. Au cas où cela devait arriver, il y aurait des conséquences sur l'exportation de la France vers l'Afrique. Car dans ce cas de figure, les produits africains seront transformés sur place en Afrique. Vu sous cet angle, le calcul de la France est simple. Il faut continuer à maintenir malheureusement l'Afrique plutôt dans une position intermédiaire suffisante afin qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. C'est ça le vrai enjeu du récent sommet France-Afrique, où la France a procédé à l'annulation de la dette de l'Afrique et s'est engagée à refinancer les pays africains sans que cela ait un impact positif dans la lutte pour la relance de l'économie du continent. En définitive, le but recherché par la France est de maintenir l'Afrique dans une position où elle aura éternellement acheté les biens et produits provenant de la France afin de lui permettre d'extraire en retour les matières premières du continent africain dans des conditions dont nous connaissons tous. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, en dépit de tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays, la République démocratique du Congo est toujours au début du commencement du changement tant attendu. Notre pays est en train de faire naufrage sous un silence complice de ses propres fils et de ses propres filles. Avec une dette extérieure à hauteur de 4,5 milliards de dollars américains et avec une dette intérieure élevée à 3,7 milliards de dollars américains, avec plusieurs millions de dollars américains d'impayés, d'arriérés de salaires dans la fonction publique et dans nos représentations diplomatiques à travers le monde, avec une réserve d'échange affichée à 1,2 milliard de dollars américains depuis Soupé, pour une population de plus de 100 millions d'individus, les naufrages, je dis bien les naufrages sous silence complice des Congolais est acté. Mais nous n'allons pas permettre à notre pays de faire naufrage à cause des esprits malveillants. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, tout autant que notre planète, l'espèce humaine,
est menacé par le coronavirus sous forme de sa souche Covid, sa nouvelle souche d'État, avec toutes ces variantes meurtrières qui est l'œuvre diabolique des individus ayant en commun un esprit malveillant déterminé à décimer par tous les moyens l'humanité, notamment en s'attaquant à l'Africain. Mais c'est ça compter sur la main divine qui est de manière permanente déployée sur le continent, protégeant l'espace aérien, les sols, les sous-sols, ainsi que tous les espaces marins, fluviaux et lacustres de l'Afrique. Peu importe ces différentes variantes mortelles, les unes que les autres, et le coronavirus est une vieille invention datée de 2003 relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère, les SRAS, issu d'un prélèvement répertorié sous le numéro, vous devez le savoir, 031 589 est prélevé à Hanoï, donc au Vietnam, à des molécules d'acide nucléaire issues de son génome aux protéines et peptides codés par les dites molécules d'acide nucléique ainsi qu'à leurs applications, notamment en tant que réactifs de diagnostic ou comme vaccin. Ces éléments, je les porte à votre connaissance parce que vous devez savoir qu'il y a un complot qui a été ourdi contre l'humanité et contre notre pays. Parce que c'est plus facile de crier, dire qu'aujourd'hui, les gens doivent se mettre à l'abri et avec toutes les mesures qui sont appliquées, que nous devons respecter malheureusement. Mais vous devez savoir que le coronavirus est un virus ARN monocaténaire de polarité positive. C'est trop technique. Mais je voulais tout simplement vous dire que le coronavirus est une arme bactériologique conçue pour tuer. Mais c'est une arme qui est associée à d'autres substances mortelles. Car selon les lauréats du prix Nobel, le docteur virologue Luc Montagnier, je le cite, il n'y a aucune chance de survie pour les personnes ayant reçu une forme quelconque de vaccin contre le Covid-19. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un connaisseur, un expert, le virologue et docteur Luc Montagnier. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, le développement de l'intelligence humaine, l'acquisition du savoir, la maîtrise de la science dans toutes ses variantes, tout comme l'épanouissement et le développement d'un pays ne peuvent jamais dépendre des planètes du système solaire et leur divinité païenne universelle contrôlée par Lucifer Satan. Mais ils dépendent exclusivement de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Je suis persuadé que la plupart de nos dirigeants politiques ont vendu leur âme au diable et se sont éloignés des dieux créateurs et des peuples qu'ils gouvernent. Il en est de même pour certains serviteurs de Dieu ayant reçu l'appel de Dieu, se sont finalement joints aux marabouts, aux féticheurs, aux magiciens et aux forces occultes. Et ensemble, ils ont formé un seul corps de serviteurs de Lucifer Satan afin d'assujettir le peuple congolais. Il est inadmissible qu'en quittant le monde des péchés et en allant
à la raconte de Jésus-Christ dans les églises, qu'on y raconte Lucifer, Satan, confortablement installé et bien décidé à prendre en otage les enfants de Dieu, en complicité avec de nombreux serviteurs de Dieu, devenir des serviteurs de Lucifer, Satan. Il est inacceptable. L'introduction des sciences occultes et des dieux étrangers dans notre pays, suivi par des pactes d'asservissement conclus avec Lucifer, Satan du temps de Mobutu, mais aussi avec certains compatriotes, ont donné libre cours à Lucifer, Satan et à toute son organisation tentaculaire de sévir dans notre pays. C'est ce qui explique le chaos, les massacres et la misère qui affectent dangereusement notre peuple et qui met en péril la République démocratique du Congo, où de nombreux lieux de culte sont devenus en réalité des temples de divinités païennes universelles. Compte tenu de la vocation spirituelle de la RDC, nous devons tous revenir vers Dieu par l'entremise de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Nous devons également nous engager dans un vrai combat spirituel afin de briser au nom de Jésus-Christ toutes les alliances conclues avec Lucifer, Satan, afin de rebâtir une nation forte au cœur des 5 continents. Sans Jésus-Christ, nous ne réussirons jamais à développer notre pays ni à sécuriser l'intégrité territoriale. Je vous invite à proclamer Dieu sans tenir compte des hommes, car certaines églises et lieux de culte sont infiltrés des démons au service de Lucifer, Satan. Je vous invite également à recommander à Dieu le peuple congolais, ainsi que notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, afin que nous puissions retrouver la plénitude de ses bienfaits. Désormais, unité des valeurs s'engage solennellement à marcher entièrement avec Dieu. À associer Dieu dans chacune de nos actions politiques et à publier solennellement les jours du Seigneur. Ensemble avec le peuple congolais, nous nous engageons résolument à révoquer le pacte diabolique signé par Mobutu et entretenu par bien d'autres afin de chasser impérativement Lucifer, Satan du sol, du sous-sol, des eaux et de l'espace aérien de la République démocratique du Congo, afin de rétablir notre alliance avec Jésus-Christ, afin de retrouver les bonheurs perdus. Tel est le schéma à suivre pour permettre à la République démocratique du Congo de recouvrer sa souveraineté et d'exercer sa vocation nationale et internationale. Que le Dieu Tout-Puissant délivre le Congo et son peuple. Je vous remercie.